Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui regroupe de nouveau des spécialistes de renom et qui est là pour vous, c'est-à-dire pour vous qui soit vous intéressez au Covid, soit souffrez du Covid long, du syndrome post-Covid. Et nous essayons via Raphaël et d'autres études que nous menons au sein des hôpitaux universitaires de Genève d'être en lien avec les personnes qui sont soit en souffrance, soit dans le besoin, soit dans des interrogations. Et aujourd'hui, le thème de notre webinaire tourne autour des problèmes pneumologiques ou des poumons. Et nous avons donc des experts avec nous. Je commencerai peut-être par professeur Constance Barazzone, qui est pneumopédiatre, une grande clinicienne, une grande chercheuse, et qui nous a beaucoup aidé dès le début à essayer de comprendre ce qui se passait avec les enfants qui souffraient du Covid, autant dans la phase aiguë, mais surtout maintenant dans la phase un peu chronique avec des problématiques qui sont assez variées. Elle a fait des propositions au début de comment est-ce qu'on pourrait imaginer suivre ces patients et elle va nous en parler aujourd'hui. Mais Sam, je te passe la parole. Oui, merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous, effectivement, pour ce webinaire du 15 juin sur la thématique des troubles pneumologiques et pulmonaires. Nous sommes très ravis de vous retrouver à ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on va commencer, comme à chaque webinaire, avec un témoignage d'une patiente, Madame Gloria Castro, qui va nous parler un peu de son expérience avec le Covid et de comment les troubles pulmonaires ont eu peut-être un impact aussi sur sa vie et comment elle arrive à les gérer. Donc, Madame Castro, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Gloria Castro, je suis infirmière au HUG. Et j'ai été contaminée au mois de novembre 2020. Donc, ça fait 19 mois maintenant que j'apprends à vivre avec le Covid long. Et malgré, et parmi tous les symptômes post-Covid, le problème respiratoire est un des problèmes qui m'impacte beaucoup. Alors, après différents examens en début d'année 2021, a été diagnostiquée une hyperventilation. Donc là, les experts pourront vous décrire mieux que moi en quoi ça consiste. Ce que je constate, c'est que la respiration est devenue pour moi extrêmement difficile, mais pas seulement en cas d'activité intense, mais pour les activités quotidiennes, c'est-à-dire faire le ménage, marcher un peu plus vite que d'habitude pour prendre un bus, par exemple, je dois accélérer le pas. Me laver les cheveux, voilà, ça paraît des gestes tout bêtes du quotidien auxquels on ne pense pas avant d'être malade. Donc, très rapidement, j'ai été suivie par Monsieur Weber de la Ligue pulmonaire pour travailler un petit peu cette hyperventilation, réapprendre à respirer correctement, ou en tout cas mieux. Et puis, avec le centre de MyPhysio, avec notamment Monsieur Francis McGuire pour la partie cardio-musculaire. Alors, il y a eu rapidement un mieux 2020 jusqu'à l'automne. Il y a eu vraiment une nette amélioration. J'étais capable d'avoir des petites marches balades de 6 à 8 km, terrain plat, là encore. Mais par rapport à la sortie de la phase aiguë, il y a eu une très nette amélioration à ce moment-là. Et puis, en automne est arrivée une phase de stagnation, un espèce de plateau qui a été moralement très difficile à supporter. Et puis, j'ai continué malgré tout les traitements de physiothérapie respiratoire, à faire les exercices à la maison. Mais ça a été un moment difficile. Et puis,
Au début de l'année, j'ai même eu l'impression que ça allait moins bien, que j'avais moins de facilité à faire des marches. La distance s'est réduite quant à ma capacité pulmonaire. Et puis, au mois de mai, j'ai malheureusement été contaminée une deuxième fois. Alors, même si les symptômes ont été beaucoup moins impactants que lors de la première contamination, il m'a bien fallu 2 semaines, 3 même, pour récupérer un niveau correct avant deuxième contamination. Et ça a été difficile, sauf que là, comme on a changé un peu de paradigme de soins depuis le début de cette année, où on est plus dans le passing, j'ai la chance d'être suivie par Monsieur Weber et Monsieur Maguire, qui tous deux me font travailler d'un point de vue physio, mais en respectant mon rythme qui est variable un peu au quotidien. Non seulement il y a les difficultés respiratoires, mais qui sont aussi variables. Mais le niveau de fatigue impacte aussi énormément ma qualité de vie au quotidien. Donc, un petit peu en fonction de toutes ces variables, on adapte à chaque fois qu'on a rendez-vous les exercices pour ne pas impacter les jours suivants ou sur le moment même que la récupération se passe au mieux. Donc, finalement, avec tout ça, ce que j'aurais appris, c'est que les petits gestes du quotidien qu'on faisait avant de façon complètement anodine ne le sont plus maintenant, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis, j'apprends à m'écouter et à partager ces sensations avec les thérapeutes qui me suivent. Heureusement, je suis bien encadrée, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Et puis, voilà, j'essaye d'adapter au quotidien mes efforts physiques en fonction de la fatigue mentale qui est extrêmement présente. Et puis, c'est vrai que le moral joue un petit peu là-dessus. Donc, voilà. On fonctionne à tâtons, on fonctionne tous à tâtons, les experts aussi, les patients aussi, mais voilà, c'est peut-être l'enseignement que j'en ai tiré, c'est finalement m'écouter, faire confiance à ce que me dicte mon corps à mon réveil et puis pas chercher à aller plus loin que ce que je me sens capable de faire le jour même. Voilà un petit peu la photo actuelle. Merci beaucoup, Madame Castro. C'est très important, effectivement, de vous écouter et d'écouter ce témoignage. Nous voyons qu'il y a aussi une grande envie de la part des patientes et des patients d'arriver à atteindre leur niveau, que ce soit d'énergie ou d'effort, ou ne plus avoir ce manque d'essoufflement à l'effort assez rapidement, et ça peut créer une frustration parce que on se rend compte que c'est pas possible tout de suite. Merci, et je pense que votre phrase, les gestes que vous faisiez avant de manière anodine ne le sont plus, parle vraiment pour Sarah. Puis il y a un travail d'acceptation aussi qu'il faut faire. Merci, et puis donc on passe la parole à professeur Barazone. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de me donner la parole. Alors moi, avec mon âme de chercheuse, je me suis dit, il faut comprendre pourquoi ces patients ont ces problèmes respiratoires. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette fameuse dysfonction respiratoire? Alors, on a commencé à suivre les enfants. En fait, on n'a pratiquement que des adolescentes. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup des femmes et pas beaucoup d'hommes? Question, mais c'est vrai. Et actuellement, j'ai vu environ une quarantaine de ces adolescents. Mais à peu près, on a fait pour 30 des investigations complètes. Vous n'avez pas besoin de mettre la présentation. Et
où en fait, ce qu'on a regardé, c'est des adolescentes dont la moitié faisait pas mal de sport avant, donc du sport régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, des fois en club, donc c'était en tout cas pas des adolescentes qui étaient désentraînées. Et juste après le Covid, et en général, c'était pas un Covid tellement bruyant du point de vue respiratoire, la plupart n'ont pas de problème respiratoire. Honnêtement, elles ont toussé à peine. Elles ont eu de la fièvre, des céphalées. Il y en a beaucoup d'entre elles qui avaient l'anosmie et la gueusie, donc la perte de goût et la perte de l'odorat. Et puis voilà, elles ont commencé à avoir cette difficulté respiratoire assez erratique, des fois avec le moindre effort, des fois après 2 escaliers, en tout cas pas très constante. Et alors, on a fait à ces adolescentes ce qu'on appelle une mesure de la fonction respiratoire, c'est-à-dire des fonctions pulmonaires. On a mesuré la capacité respiratoire, quels étaient leurs volumes, quels étaient les débits. Et honnêtement, je crois que sur 30 enfants, 30 adolescents, il y en a 29 qui ont des fonctions respiratoires normales. Donc, on peut déjà conclure une première chose, c'est que ce n'est pas un problème des poumons. D'accord? Parce que les poumons, quand on mesure tout ce qu'on peut mesurer, c'est toujours normal. La diffusion, tout est normal. Et puis là, j'avoue que j'ai été pas mal aidée par mes collègues adultes qui m'ont dit oui, mais peut-être si on fait des tests d'effort, on verrait quelque chose. Et alors, on a commencé à faire des tests d'effort avec la doctoresse Maggio, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle un ergospiromètre ou un tapis roulant, et on mesure toutes sortes de paramètres. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au fond, et ce n'était pas une limitation respiratoire, parce que ça se voit au test d'effort, mais c'est une limitation dans le sens qu'il n'y a pas de réponse. Quand vous faites un effort, vous augmentez la fréquence respiratoire, vous respirez plus vite, puis vous augmentez aussi l'air que vous prenez à chaque inspiration. Et ça, c'est régulier jusqu'à atteindre un plateau, parce qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas respirer plus vite, vous ne pouvez pas prendre plus d'air. En général, ça s'arrête. Et là, ce qu'on a vu, c'est que ça n'augmentait pas du tout régulièrement, ça augmente dans tous les sens. Des fois, il y a un grand volume, des fois, il y a un petit volume, des fois, il respire vite, des fois, il respire lentement. Donc, il n'y a passablement d'adolescents qui n'ont pas cette courbe, cette jolie droite, et puis jusqu'au plateau. Et ça, on a commencé à se dire, c'est ce qu'on appelle, vous appelez ça hyperventilation, on peut appeler ça dysfonction respiratoire, c'est respiration dysfonctionnelle. Et ça, on en a beaucoup d'exemples. Et plus on est proche du Covid, plus c'est important. Honnêtement, ce qu'on a vu aussi, c'est que plus on s'éloigne, plus cette dysfonction respiratoire est moins importante et que ces adolescents, ils récupèrent en général. Mais je voudrais juste aller un petit peu plus loin. D'accord, ce n'est pas le poumon qui est malade. Alors, qu'est-ce qui est malade? Alors ça, on ne sait pas très bien, mais on se dit, c'est un virus qui rentre quand même par le système olfactif, donc par le nez, vu qu'il fait un problème de l'odorat, donc ça veut dire qu'il rentre dans le système nerveux central. Et le centre respiratoire, il est contrôlé par une partie du cerveau. Et dans cette partie du cerveau, on voit aussi que ça contrôle les symptômes neurovégétatifs. C'est le même centre qui contrôle tout ça. Alors, il y a quelques petites études, mais il y en a, qui montrent qu'ils ont trouvé des virus dans cette région du cerveau. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire, oui, le cerveau est malade, mais c'est peut-être une petite atteinte inflammatoire de cette région du cerveau. Je ne sais pas, il n'y a pas d'études, mais je pense que ce serait intéressant de faire des IRM ou pour voir s'il y a une inflammation qui persiste chez les patients qui ont ces symptômes dans cette région du cerveau qui contrôle le centre respiratoire. Parce que je pense quand même, si ça arrive chez des grands sportifs qui après ne peuvent plus respirer, ce n'est pas parce qu'ils se sont désentraînés en 15 jours. Ce n'est pas possible. Donc c'est forcément qu'il y a une autre explication. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, professeur Barazone. Et c'est très intéressant d'entendre votre point de vue aussi d'un point de vue non seulement clinique, mais de recherche, et puis cette curiosité à aller trouver les réponses. Et cette piste, finalement, de est-ce que on sait que c'est exactement pas dans l'organe cible, mais plutôt dans le signal où il y a quelque chose qui se passe entre le cerveau et les poumons. Est-ce qu'il faut aller chercher un peu plus loin ou plus haut?
dans les régions de contrôle de la respiration finalement. Merci encore. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces symptômes déjà chez les adultes et les voir aussi chez les enfants. C'est encore plus impressionnant et même triste. Donc, on espère qu'avec les traitements que nous avons en place de physio-respiratoire ou d'autres traitements qui viendront par la suite, on pourra aider les gens à mieux contrôler ces symptômes. On va donner la parole à Dr Yvan Guerrero, pneumologue des personnes adultes. Voilà, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et la possibilité de m'exprimer sur un sujet qui est très intéressant et très complexe. Je ne sais pas s'il y a vraiment des experts en fait dans le monde médical sur la dyspnée des gens qui ont eu un Covid. Je pense les médecins doivent être tous très humbles vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut beaucoup écouter les patients et puis je remercie beaucoup Madame Castro pour son témoignage qui est très révélateur et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées qui ont dû se reconnaître dans ce témoignage. Moi, je rejoins pas mal la professeure Baratzon concernant tout ce qu'elle a dit. Nous, on a suivi à peu près 80 personnes avec une gêne respiratoire après un Covid. Et là, à l'heure actuelle, on a aussi un petit côté de recherche, bien que c'est surtout la clinique qu'on a fait, où on est en train de revoir justement à peu près 80 tests d'effort de patients qui ont une gêne respiratoire persistante après un Covid. Moi, j'aimerais juste, en fait, je pense qu'il faut faire une différence. Enfin, je pense qu'il y a trois groupes qu'on peut retenir des gens qui ont une gêne respiratoire après le Covid. On voit qu'il y a quand même une certaine partie de personnes qui ont ce qu'on appelle un déconditionnement avec une prise pondérale et ça, on sait tous que c'est plutôt un élément de société qui nous a été imposé pendant le Covid avec une diminution des possibilités de faire l'activité physique, de sortir et puis ça a quand même un impact comme notamment la docteuresse Némé a pu le démontrer dans les études qu'elle a effectuées. Et puis, il y a en effet, comme l'a dit la professeure Baratzon, tout un aspect de respiration dysfonctionnelle qui était en fait déjà connu avant le Covid, mais avec une proportion de patients qui est beaucoup plus importante à l'heure actuelle, notamment chez les gens qui ont eu un Covid long et qui est peu voire mal défini si on prend les recommandations. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir des errances diagnostiques, il peut y avoir aussi des défauts de diagnostic qui sont parfois posés. Et puis, je pense qu'il y a aussi une partie des patients qui sont principalement les gens qui ont été hospitalisés pour un Covid sévère et qui ont une atteinte pulmonaire qui persiste. Et puis, je pense que heureusement, la proportion est relativement faible de ces patients quand on regarde un petit peu, quand on discute un petit peu avec nos collègues en Suisse et en Suisse romande, on a l'impression que ces patients, ils représentent moins de 5% des patients qui ont été hospitalisés pour un Covid. Et donc, du coup, les traitements, je vais en parler brièvement parce que Pascal Weber, avec qui on travaille, va vous en parler plus en détail. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont possibles et je pense qu'il y a aussi plein d'aspects qu'on ne connaît pas et qui peuvent aussi également aider les patients. Dans un premier temps, vu qu'on réfléchit par analogie, on se dit que des gens, en les entraînant d'un point de vue de la respiration, notamment en faisant un réentraînement, et je pense qu'il y a pas mal des patients qui sont vus proposer ce type de traitement, on sait qu'on peut améliorer des gens qui ont une respiration dysfonctionnelle en faisant tout simplement du cardio, que ce soit sur le vélo ou autre. Simplement, je pense, comme l'a bien évoqué Madame Castro, il faut que ce soit vraiment adapté. Il faut que ce soit des gens qui ont eu l'habitude de travailler avec des gens qui sont dans ce contexte
post-Covid parce que le respect du rythme, comme l'a évoqué Madame Castro, est très important, qu'il ne faut pas faire un réentraînement comme on a l'habitude avec les autres personnes qui ont une maladie respiratoire, parce qu'on a plutôt l'envie de pousser ces gens dans leur retranchement, alors que pour les gens qui ont un post-Covid, je pense qu'il faut plutôt écouter les gens et s'adapter à leurs symptômes. Et comme l'a très bien dit Madame Castro, si on pousse trop les gens pendant ces réentraînements, il y a parfois en fait une récupération qui peut être lente et puis plutôt contre-productive. Et puis après, il y a tout l'aspect dans lequel va parler Pascal Weber, qui est la physiothérapie de réentraînement respiratoire, parce que l'impression qu'on a, c'est que, comme l'a dit Madame la professeure Barazone, c'est qu'on fait dans le bilan, parce que ça doit être fait, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie en fait dans le poumon en fait. Donc on fait des fonctions respiratoires, on fait des fois un test de marche. Au tout début, on faisait même des scanners thoraciques automatiquement. Et comme elle l'a très bien dit, tous ces éléments, ils sont normaux, ce qui est en soi plutôt une bonne chose, mais qui n'explique pas tout. Et puis après, il y a plein d'éléments d'autres possibilités thérapeutiques, et puis ça, peut-être on y reviendra dans les discussions. Il y a notamment des infirmiers qui proposent une rééducation à la respiration par du chant. L'hypnose peut aussi être proposée en fonction des personnes. Et la chose dont on s'est rendu compte, c'est que des gens qui ont des symptômes persistants, qui n'évoluent pas rapidement, parce qu'il y a une certaine partie des patients qui, quand ils font quelques séances en fait de réentraînement de la respiration, évoluent très rapidement. On voit d'autres qui ont une évolution qui est un petit peu plus lente. Et puis ces patients, on sait très bien que d'avoir un complément d'aspect de prise en charge par un psychologue peut apporter un bénéfice supplémentaire. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Dr Guerrero, et merci aussi de toute ta contribution en fait au post-Covid et aux troubles pneumologiques depuis vraiment le début de la pandémie. Là où, comme vous le dites, au début, on pensait vraiment aux séquelles pneumologiques, on allait à la recherche de ces séquelles pneumologiques sur des scanners et autres. On s'est rapidement rendu compte qu'il y a peut-être deux modèles différents. On a les patients et patientes hospitalisés qui auraient des séquelles pneumologiques directes, dont la prise en charge est différente des personnes qui ont une phase aiguë plutôt en ambulatoire, et qui n'ont pas eu besoin d'oxygène non plus dans la phase aiguë, et qui les symptômes, en écartant bien sûr d'autres causes, pourraient nous faire penser à ce syndrome d'hyperventilation ou la dysfonction ou la respiration dysfonctionnelle. Et donc, comment traiter et c'est là où M. Pascal Weber va nous partager son expertise et son expérience. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Il faut démuter M. Weber. Voilà, bonjour et merci de l'invitation. Je crois que la première chose à se rappeler, c'est effectivement que, en tant que soignant, on doit être assez humble sur ce Covid et sur l'apprentissage qu'on fait un peu en temps réel, et beaucoup grâce à nos patients, parce que je pense que Madame Castro peut témoigner. On a effectivement beaucoup changé nos façons de travailler ensemble et d'être vraiment partenaires. J'ai préparé une petite présentation, je ne sais pas si, voilà. Alors, je vais vraiment parler que de mon domaine d'expérience. Je connais assez mal tous les aspects du Covid, donc je n'oserais pas trop aller sur le terrain, notamment de l'activité physique, puisqu'à la Ligue pulmonaire, on a surtout en suivi les patients pour les respirations dysfonctionnelles et essentiellement les syndromes d'hyperventilation. Alors, il se trouve qu'on avait créé cette consultation sur l'hyperventilation un peu avant le Covid, en décembre 2019. À ce moment-là, le Covid n'existait pas. Et il se trouve qu'on a eu un afflux de patients qu'on n'avait jamais imaginé à partir à peu près du mois de mars-avril. Ça allait assez vite, on a eu assez vite quand même des demandes à ce sujet. Peut-être petit rappel, voilà, parmi tous les troubles, les problèmes récurrents en post-Covid, la dyspnée, la toux persistante,
Et vraiment une des plaintes qui revient le plus souvent, je pense, avec la fatigue, hein, mais ça, je pense que la plupart des patients pourront l'attester. La fatigue qui se dispute un peu la première place. Et que cette dyspnée, elle a été assez vite envisagée du point de vue de la respiration dysfonctionnelle. Alors, dans la stratégie thérapeutique du Covid long, là aussi, je laisse les experts médecins avoir peut-être un regard un peu plus aiguisé sur ces aspects, mais je crois qu'on est à peu près d'accord pour dire que il y a certains traitements qui peuvent être envisagés. L'information aux patients est importante pour que les patients puissent vraiment considérer leur état et puis avancer vraiment en partenariat avec nous. Et puis, il y a une phase de rééducation qui peut avoir sa place, surtout si le syndrome d'hyperventilation a été identifié. Et c'est là où c'est très intéressant de travailler directement avec l'hôpital cantonal, c'est qu'on peut avoir vraiment ce dépistage de cette hyperventilation et qui est vraiment, grâce aux tests, bien attesté. Ce qui permet aussi d'éviter l'errance thérapeutique que certaines personnes ont pu connaître. En ce qui concerne, alors j'ai quelques chiffres, mais peut-être que vous pourrez me contredire, hein, mais il semblerait que sur les formes longues du Covid, la présence d'hyperventilation apparaisse dans environ un tiers des cas, ce qui est quand même important. Et là aussi, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, parce qu'il y avait finalement assez peu de prise en charge préexistante pour les syndromes d'hyperventilation en général, avant la crise du Covid. Il se trouve aussi que c'est une hyperventilation qu'on trouve assez souvent à l'exercice, ce qui était, à mon sens, assez atypique auparavant, avec des patients qui présentaient plutôt des hyperventilations de repos quand on était en dehors de ce contexte Covid. Et pour les patients Covid, c'est vrai qu'on a cette forme d'hyperventilation qui est souvent bien présente à l'effort et qui représente d'ailleurs une des plaintes, hein. Et puis, bah, les mécanismes, je pense que tout le monde l'a bien décrit ici, hein, on les connaît assez mal, ces mécanismes. Et je me garderai bien de m'avancer là-dessus parce que moi-même, je suis souvent, je me questionne encore beaucoup là-dessus. Les syndromes d'hyperventilation sont une des entités des respirations dysfonctionnelles. Alors, j'ai juste mis là 2 définitions pour que juste on sache de quoi on parle. Et puis, je crois que ce qui est important à retenir, c'est qu'on parle de syndrome d'hyperventilation quand on a vérifié que d'autres causes organiques n'étaient pas à l'origine des troubles. Donc, on parle bien de moments d'hyperventilation qui ne sont pas expliqués par des causes organiques. Alors, il y a un côté très rassurant à ça. Puis, en bon soignant, on commence toujours par dire à nos patients: «Bah, regardez, c'est pas grave». Et puis, on comprend assez vite que cette réponse du «c'est pas grave» quand la personne exprime des plaintes respiratoires récurrentes et qui altèrent considérablement sa qualité de vie, bah, c'est parfois difficile à entendre, hein. Donc là aussi, on a calibré un peu nos interventions différemment. Quoi qu'il en soit, bah, ça rejoint ce qu'on a dit précédemment, les fonctions pulmonaires des personnes présentant une hyperventilation sont la plupart du temps tout à fait normales. Peut-être pour qu'on se rende compte de quoi on parle quand on parle d'hyperventilation ou de comment ça se manifeste. Alors on a ce petit dessin, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de vous attarder sur le commentaire en anglais en dessous, mais ce petit dessin résume assez bien ce que peut être une respiration normale, avec des volumes courants, des cycles respiratoires qui s'enchaînent de façon relativement harmonieuse et régulière. Et puis, on va voir dans les manifestations d'hyperventilation des séquences avec des espèces de profonds soupirs, une accélération, une augmentation de la fréquence respiratoire, des séquences carrément de courtes apnées, hein, et puis qui vont s'enchaîner. Alors, dans des modalités différentes selon les personnes, ça peut prendre des formes assez différentes, avec des patients qui vont plutôt présenter des fréquences respiratoires élevées, d'autres qui seront plutôt dans des formes de soupirs très très fréquents et récurrents. Et puis, on va par nos exercices essayer de travailler déjà sur la conscience de cette façon de respirer et d'avoir des séquences en quelque sorte, correction, tout en restant modeste sur la durabilité de ce qu'on propose. L'hyperventilation, en général, a toujours été conçue en lien avec la notion de stress et de comment le stress et comment des éléments de l'ordre de l'affect, des émotions viennent, en tout cas, augmenter
les symptômes d'hyperventilation. Et on voit bien qu'on doit insérer dans ces boucles de séquences d'hyperventilation qui vont créer des symptômes qui vont générer du stress. On va devoir intégrer ce qu'on a comme possibilité thérapeutique. Alors ça va être de la physiothérapie, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Yvan l'a cité, la psychothérapie et des séances de relaxation, l'abord médical quand c'est possible. Et la gestion du stress doit être, à mon sens, envisagée, quelle que soit l'hypothèse en termes de réponse immunitaire liée au Covid, qui pourrait être la cause de cette hyperventilation. Le facteur stress et le facteur émotionnel est, à mon sens, toujours présent chez ces personnes et contribue aux manifestations cliniques de l'hyperventilation et de ces respirations dysfonctionnelles. Et puis l'évaluation, elle va souvent se faire sur une approche multidimensionnelle. Alors bien sûr qu'on est content, nous, en physiothérapie, parce que nos patients arrivent, ils ont déjà eu des tests d'effort, on a pas mal d'éléments. On va s'attacher aussi à évaluer des aspects sociaux, la qualité de vie, des aspects psychologiques. On va bien sûr retravailler sur les symptômes respiratoires purs. Et puis on va évaluer les mouvements thoraciques sous une approche assez biomécanique, hein. Ça consiste à observer comment la personne respire. Est-ce qu'elle utilise plutôt le thorax, plutôt l'abdomen? Est-ce qu'elle utilise des muscles accessoires ou pas? Et on va travailler avec la personne à ce que déjà il y ait une considération sur la perception de comment la personne respire. Est-ce qu'elle perçoit sa façon de respirer, l'utilisation de muscles accessoires ou pas, une respiration nasale ou buccale? Donc voilà, c'est des aspects assez multimodaux. Et puis bien sûr, on a aussi l'utilisation d'appareils qui nous permettent d'objectiver l'hyperventilation grâce au gaz carbonique notamment, qui est un bon reflet de la ventilation. Les exercices se font essentiellement avec feedback. Alors voilà, un peu l'exercice emblématique qu'on travaille avec les personnes qu'on reçoit à la Ligue pulmonaire. Je précise qu'on est 3 physiothérapeutes à la Ligue pulmonaire à travailler sur ces aspects-là. Donc ma collègue Viva Leverington et puis un autre collègue qui nous a rejoint récemment. Ici, voilà, tout simplement, ça va passer déjà par une proprioception, un travail de feedback qu'on va demander aux patients de façon très manuelle, avec une main sur l'abdomen, une main sur le thorax. Déjà prendre conscience de sa respiration. Et puis des schémas assez classiques avec l'exercice de Buteyko que vous voyez cité ici, dessiné ici, avec des respirations que le patient va suivre, entrecoupées de périodes d'apnée plus ou moins longues. Alors des apnées, on parle d'apnée de 3 à 5 secondes, hein. L'intérêt étant que grâce à ces techniques, pendant la séquence de travail qui va durer quelques minutes, on va avoir de façon vraiment automatique et volontaire une diminution de la fréquence respiratoire. Et c'est cette diminution de la fréquence respiratoire qu'on va objectiver grâce à ce petit appareil qui est un capnographe que vous voyez à droite, qui va permettre de visualiser l'efficacité en termes de réduction de la ventilation. Donc l'intérêt n'est pas du tout de corriger des chiffres et de soigner des chiffres, hein, mais d'utiliser ces chiffres qu'on objective grâce au capnographe comme un feedback visuel qui permet d'attester que la technique est bien faite et que sur ces petites séquences de travail, la ventilation est vraiment maîtrisée. Bien sûr, il peut y avoir des tas d'autres exercices qui tournent autour du contrôle abdominodiaphragmatique. On essaie d'avoir à la Ligue pulmonaire une approche éducative basée vraiment sur des entretiens qu'on espère assez riches et qui permettent souvent, je pense, aux patients de pouvoir évoquer par eux-mêmes aussi une partie des solutions à trouver, notamment dans l'adaptation de leur journée, de comment voir leurs activités, de comment gérer leur souffle dans différentes situations. La proprioception respiratoire, donc un mot compliqué pour dire finalement être capable de percevoir son souffle, d'être capable du coup de le modifier. Et puis des séquences d'hypoventilation volontaire, on va demander vraiment au patient de réduire ses volumes, sa fréquence, le biofeedback comme on l'a dit juste avant, et on essaie d'augmenter un peu la difficulté en fonction de la capacité de chacun, en faisant faire ces exercices en double tâche, c'est-à-dire être capable de
de faire un exercice d'équilibre, par exemple, tout en étant en maîtrise de son souffle, tel qu'on l'a vu auparavant. Bien sûr, tout ça est très complémentaire d'approches psychothérapeutiques, de l'hypnose également, pour qui on a pas mal de patients qui nous font des remontées assez intéressantes. Là aussi, les enjeux de gestion du stress sont très importants pour arriver à réduire ces séquences d'hyperventilation et en tout cas redonner, j'espère, aux personnes un sentiment d'auto-efficacité, une capacité à avoir des séquences de maîtrise de certains de ces symptômes. Voilà, j'espère. J'ai pas été exhaustif probablement et on pourrait parler également longtemps d'activité physique. C'est vrai que ce qui était important peut-être à retenir sur les messages d'activité physique, notamment, vous me contredirez, Madame Castro, mais c'est cette notion d'adaptation qu'on a pu avoir, où on avait en bon rééducateur au début l'idée de faire quelque chose d'assez intense, hein, comme on l'a vu dans certaines maladies respiratoires, où en général on met les gens à l'effort, on les entraîne de façon bien intensive, on a d'excellents résultats. Et là, on a assez vite vu que chez la plupart des patients, on se heurtait au contraire, hein, des résultats assez contre-productifs. Mais je vous laisse peut-être la parole pour commenter cet aspect-là. Eh ben, du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Weber, c'est que effectivement, 2021 a été extrêmement éprouvant parce qu'on était beaucoup stimulés à faire de l'effort 2-3 fois dans la semaine avec des séances assez conséquentes. Et donc, les moments après les séances de physiothérapie respiratoire ou autre étaient difficiles à surmonter. Mais là, depuis le début de l'année où vraiment on s'écoute et on peut partager ça avec les thérapeutes qui nous suivent, c'est vraiment une chance de pouvoir partager ces moments-là et puis d'avoir des séances qui sont peut-être un peu plus douces quand on en ressent le besoin. Jusqu'à présent, que ce soit la physiothérapie respiratoire ou cardio-musculaire, j'ai la chance depuis le début de l'année de pouvoir adapter les séances en fonction de ce que je suis capable de fournir le jour même. Donc, ça me paraît aussi essentiel de pouvoir travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup et merci Pascal Weber pour votre intervention, que ce soit sur le fait qu'on peut utiliser des appareils de biofeedback, mais aussi sur les différentes thérapies qu'on pourrait utiliser dans la physiothérapie respiratoire. On va passer aux questions. On va essayer de répondre à certaines des questions. Et puis, les autres questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui seront publiées dans un deuxième temps en ligne. Je vais commencer avec 2 questions à professeur Barazan qui va malheureusement devoir nous quitter un peu plus tôt. Donc, on profite encore de votre présence. Donc la première question en lien avec donc ce que vous discutez de potentiellement avoir une pathologie ou quelque chose plutôt dans le cerveau que dans les poumons. Une des participantes avait évoqué est-ce qu'il y a une indication à faire une IRM cérébrale dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut démuter. Ouais. Voilà. Écoutez, non. Alors, absolument pas, parce que c'est vraiment de la recherche, ça. Je dirais, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il y a une atteinte de cette région qui contrôle le centre respiratoire, et c'est pas qu'il y a des virus là-dedans, mais qu'il y a une petite inflammation, puis vous savez que l'inflammation, comme toute chose, ça disparaît. Donc, je pense que ça aurait été intéressant de savoir, parce qu'on aurait une explication du mécanisme chez ces patients en particulier. Après ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le Dr Guerrero. Il y a plusieurs formes de problèmes respiratoires post-Covid. Moi, je vous parle du problème respiratoire chez les enfants
qui n'ont pas été hospitalisés pour le Covid, qui n'ont fait quasiment aucun problème respiratoire pendant le Covid et qui ont tous des fonctions normales. Donc on sait que ce n'est pas un problème pulmonaire post-Covid. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que, comme vous le dites, hein, donc on essaie d'éviter des tests juste pour faire des tests et que plusieurs de ces tests restent encore aujourd'hui dans le domaine de la recherche, que ce soit aussi les PET scans ou autres dans des études qui ont montré des hypométabolismes ou des atteintes dans certaines parties du cerveau. Et qu'on espère pouvoir continuer ces études de recherche qui vont nous donner beaucoup plus de réponses. Une autre question aussi, donc vous évoquez le test à l'effort qui pourrait être aidant dans le diagnostic. Est-ce qu'il y aurait une indication ou une utilité de répéter un test à l'effort après un premier test et si oui, dans quel laps de temps? Je crois que le docteur Guerrero, il a répondu à cette question, mais je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas d'indication à faire un test d'effort. Sauf si on se disait c'est un peu quelqu'un qui est désentraîné, comme ils ont vu chez les adultes, parce qu'il y avait une période où ils n'ont pas fait d'exercice. Et puis si on veut répéter, si on fait un programme de réentraînement, mais c'est plus dans le cadre d'études. Et puis même, admettons que ça soit une respiration dysfonctionnelle et que la personne ne s'améliore pas tellement, et puis on voit que le test d'effort est toujours pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, ça ne va pas changer la prise en charge. Donc je pense que de répéter les tests, si ça n'amène pas à un bénéfice après, on appelle thérapeutique, je ne vois pas tellement pourquoi on le ferait. Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que peut-être utiliser plutôt des techniques comme le biofeedback ou les appareils qu'utilise Pascal Weber à la ligne pulmonaire pourrait aussi nous donner des indices. Ou l'hypnose. Moi, je pense que c'est une bonne, c'est peut-être pas une si mauvaise approche pour ces patients. Absolument. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez d'autres commentaires ou autre chose que vous souhaitiez partager, professeur Barazan? Oui, et peut-être que vous savez que chez l'enfant, il y a eu ces atteintes très sévères, un peu comme un syndrome hyperinflammatoire, comme les fameux syndromes de Kawasaki. On en a beaucoup parlé avec le Covid. Il faisait une forme de Covid un peu différente, cette forme très sévère où les enfants étaient hospitalisés aux soins intensifs. Et on a aussi regardé ces patients-là et au fond, ils ont rien, ces patients, en post-Covid, alors qu'ils étaient très, très malades. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas en rapport avec la sévérité de la maladie, parce qu'ils avaient une atteinte inflammatoire partout, ces enfants, et ces enfants, ils n'ont pas de problème. Oui, c'est intéressant et vous soulevez justement ce point. Est-ce qu'il y a deux patterns différents finalement d'une maladie sévère dans la phase aiguë qui va avoir peut-être des séquelles un peu différentes de la maladie ambulatoire qui, elle, peut-être avec un mécanisme de réaction immunitaire dérégulé ou autre par la suite, pourrait amener à ces symptômes. Et puis la dernière question qui n'est peut-être pas résolue, c'est pourquoi est-ce qu'on a une majorité de femmes avec cette atteinte dysfonctionnelle? Oui, c'est vrai que pour les adultes, que ce soit, je crois, chez les personnes adultes, il y a aussi des hommes, et aussi chez nos adolescents. C'est une majorité de femmes, de filles. Oui, et c'est ce qui fait penser aussi aux maladies auto-immunes, justement, où le risque est plus élevé chez les femmes aussi. Merci. En tout cas, je vais passer aux autres questions. Aussi peut-être dans le domaine de la recherche, mais qui peut se traduire dans la clinique aussi. Madame Chantal Britt pose cette question que je vais poser à Yvan Guerrero. Donc on a évoqué durant ce webinaire que peut-être le problème n'est pas juste dans les poumons. Et Madame Britt posait la question finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un problème au niveau des alvéoles ou des bronches? Apparemment, il y a un test qui est fait au Zénon en Angleterre qui montrerait que potentiellement il y a quand même un problème de diffusion de l'oxygène qui arriverait moins efficacement aux muscles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs composantes
dans la question, on va dire. Donc déjà, quand on fait des fonctions pulmonaires, on teste, et comme le xénon, on teste le fonctionnement des alvéoles, mais on utilise le CO, qui est un gaz qui diffuse parfaitement bien au niveau des alvéoles. Et puis, comme l'a dit la professeure Barazan, et comme nous, on a pu également le constater, tous les patients qui ont une dyspnée post-Covid, non hospitalisés, ont ce coefficient-là qui est parfaitement normal. Autre point que je peux apporter comme réponse à cette question, c'est que quand on fait un test d'effort, en fait, on sollicite le poumon de manière beaucoup plus importante qu'au niveau du repos. Puis justement, cette alvéole, cette membrane entre les alvéoles et les capillaires qui permet d'oxygéner le sang est beaucoup plus sollicitée. Et on voit que les patients qui ont une dyspnée post-Covid ont cette alvéole qui fonctionne parfaitement bien. Donc, je ne pense pas, et ça, je pense qu'on peut être assez catégorique par rapport à ça. Or, dans le cadre de protocoles de recherche, mais qui a priori n'ont pas d'implication clinique directe et thérapeutique pour le patient, je ne pense pas qu'un test qui pourrait être potentiellement encore plus fin dans cette évaluation-là pourrait apporter en fait une aide. Merci. Et puis aussi, je rappelle à toutes les participantes et les participants que Dr Guerrero a partagé un lien dans le chat, dans les questions. Il y a un lien vers une vidéo qui a été, je pense, créée par une réhabilitation en France qui porte notamment sur l'hyperventilation. On va aussi le partager via Raphaël, mais on vous invite à regarder aussi cette vidéo. Monsieur Weber, une des questions était aussi une participante ressentait qu'il y avait une aggravation de ces symptômes avec la chaleur. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi avec vos patientes et vos patients? Est-ce qu'il y aurait des conseils aussi à donner dans ces cas-là? Alors, je pense que clairement, dès qu'on a des plaintes autour de la dyspnée, de la gêne respiratoire, la chaleur est souvent quelque chose qui a tendance à majorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont mentionné ces difficultés liées à la chaleur. On conseille classiquement, alors là, je sors un peu du contexte, hein, mais aux personnes atteintes d'insuffisance respiratoire d'éviter les grosses chaleurs, d'essayer autant que possible d'éviter les efforts physiques soumis à la chaleur. Même si là, on sait qu'il n'y a pas forcément d'atteinte pulmonaire ou bronchique, probablement que la sensation de dyspnée ne peut être que augmentée par l'effort de chaleur. Donc éviter peut-être au maximum l'activité physique dans des conditions de chaleur intense. Effectivement, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Deux questions qui peut-être s'adressent à vous, mais aussi aux trois intervenantes et intervenants. À qui s'adresser à Lausanne pour de la physio-respiratoire? Est-ce qu'on peut donner des pistes ou Bien là, comme ça, vous me prenez un tout petit peu au dépourvu. Non, mais sinon, on peut partager ces liens voilà. via la plateforme. En fait, on vous invite aussi déjà sur la plateforme Raphaël de voir un listing de toutes les consultations qui existent. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir aussi rajouter toutes les adresses de thérapie ou de physiothérapeutes qui pourraient aussi aider. Un peu dans ce sens-là aussi, est-ce que c'est possible, comme d'autres appareils qu'on peut louer en pharmacie ou via des structures médicales spécialisées, dans le Valais, est-ce que l'appareil de biofeedback est quelque chose qu'un spécialiste... Ouais, allez-y. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'hôpital de Martigny, il y a une très forte expertise autour du syndrome d'hyperventilation. C'est là-bas que je suis allé me former. Donc, il y a vraiment un groupe d'intérêt qui a permis de développer des approches qui sont encore en évaluation quant à l'efficacité. À Martigny, à l'hôpital de Martigny, qui dispose de cet appareil. C'est un appareil qui est assez coûteux et qu'on ne va pas louer forcément à la pharmacie comme ça, donc ça coûte quelques milliers de francs. Et donc, il ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique classique qu'on a comme ça dans un cabinet. Je pense qu'il faut vraiment orienter sa pratique autour de ces aspects-là. Et il vient plutôt du monde des urgences, cet appareil. Il est plutôt là pour montrer des défaillances respiratoires de type hypercapnie,
chez des patients voilà, qui ont plutôt présenté une défaillance aiguë, mais on l'a détourné un peu de son utilisation initiale. Et si j'ose vas-y. un petit commentaire, je pense que cet outil, il doit pas aussi être utilisé de manière indépendante. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment important d'avoir le physiothérapeute qui est à côté. Et je pense que le but de cet outil, justement, de mesurer le CO2 est en fait de faire prendre conscience ce qui se passe en fait au niveau de la respiration. Parce que comme l'a dit Madame, je reviens toujours au témoignage de Madame Castro, mais il était vraiment très bien, donc je pense qu'il faut assister là-dessus. En fait, la respiration, c'est quelque chose de naturel, on n'y pense pas. Et quand on doit y penser, on se retrouve un petit peu comme un bébé, on ne sait pas comment faire. Et le but du physiothérapeute, c'est de donner au patient les outils pour qu'il travaille sur son ressenti. Et un des moyens de le faire, c'est d'avoir du biofeedback avec ce capteur, mais il y a aussi d'autres techniques, qui est notamment le positionnement des mains sur le thorax, sur le ventre, et puis la mise en situation, et puis l'apprentissage d'exercices. Donc, en effet, cet outil, il est très bien, et puis je pense qu'il aide beaucoup pour des gens qui ont aussi un syndrome d'hyperventilation classique, alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont aussi ce qu'on appelle une respiration dysfonctionnelle, qui va un petit peu au-delà de juste l'hyperventilation. Puis ces gens-là, c'est un petit peu plus différent. Enfin, c'est différent la manière d'approcher et puis aussi d'utiliser en fait le capnographe. Donc, c'était un petit commentaire que je voulais faire en plus. Merci beaucoup, Dr Guerrero. Je profite pour vous poser deux questions aussi. Est-ce qu'il y aurait un lien entre le post-Covid et l'apnée du sommeil? Alors, je ne suis pas le spécialiste pour ça. On a un autre spécialiste dans le service qui fait beaucoup de sommeil. Mais ce que les études ont pu démontrer, c'est que chez les gens post-Covid, il y avait une prévalence plus élevée d'événements respiratoires au cours du sommeil, qui sont le plus souvent les apnées du sommeil, donc c'est à peu près 8% de plus que dans la population normale. Et maintenant, l'explication, je rejoins un petit peu ce que disait la professeure Barazon, c'est qu'on sait que le virus, il va dans certains centres au niveau cérébral, donc il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Est-ce que ça participe à une prévalence plus importante des apnées du sommeil? Très probablement, mais il n'y a pas d'hypothèse finale qui est retenue. Mais en effet, la prévalence est la plus importante et ça peut aussi expliquer en partie, potentiellement, hein, il y a d'autres éléments qui ont probablement été discutés dans les précédents webinaires, mais on sait très bien que les gens qui ont des problèmes respiratoires au cours du sommeil ont une qualité de vie qui est moins bonne, ils ont une concentration qui est moins bonne et puis ils ont une fatigue ou une somnolence durant la journée qui est plus importante. Tout à fait, merci beaucoup. Et puis une autre question était, mais là c'est peut-être un cas aussi spécifique, mais finalement si on retrouve que ce soit des nodules dans les poumons ou d'autres choses, peut-être de découvertes aussi fortuites, est-ce que ça pourrait aussi perturber encore plus la respiration ou est-ce que c'est deux choses qu'on doit pouvoir traiter séparément ou... Alors, je ne connais pas la situation spécifique, mais comme je l'ai dit durant ma courte présentation, c'est que nous, on avait fait pas mal de scanners au tout début, même des scanners qui cherchaient les tout petits thrombus. J'ai vu qu'il y avait une question là qui était apparue dans le forum. On cherchait même par un autre moyen que des dédimères, qu'un scanner d'embolie pulmonaire qui s'appelle un DECT. On cherchait vraiment les tout petits thrombus qu'on n'arrive même pas à voir au scanner, qu'on voit juste parce qu'il manque en fait de sang dans ces endroits-là. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que chez les gens qui ont eu un Covid non hospitalisé, il n'y avait aucun lien entre des anomalies au niveau du scanner et le Covid. On n'avait retrouvé aucun patient qui avait des microtrombies à ce niveau-là. Donc, je ne connais pas la situation spécifique, mais je ferai attention. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je ferai attention de faire le lien entre des nodules et un Covid. Et je pense que d'avoir une consultation chez un pneumologue spécialisé est importante dans ce cas-là.
Merci beaucoup. Alors, donc, on va utiliser les dernières 5 minutes. D'abord, pour vous annoncer que il s'agit du dernier webinaire avant la pause estivale et que nous espérons pouvoir reprendre en septembre avec aussi des interventions aussi riches et des thématiques qui vous intéressent et qui peuvent vous apporter en tout cas quelque chose. Donc, ce qu'on va faire ou essayer de faire, c'est vous poser vous demander votre avis. Donc, nous allons publier un premier sondage que vous pouvez voir dans sondage. Donc, si vous cliquez sur sondage, vous avez une première question. On souhaiterait savoir quelle information vous souhaitez pouvoir discuter durant les prochains webinaires. Et donc là, vous pouvez répondre en votant. Vous pouvez même choisir plusieurs options à la fois. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle plus des traitements en cours d'études, des itinéraires de soins ou des ressources qui sont disponibles en Suisse en général ou en Suisse romande en particulier, qui est aussi comme vous le savez peut-être, nous avons 13 partenariats aujourd'hui avec la plateforme Raphaël, dont le CHUV, Unisanté, l'hôpital du Jura, Rivière-à-Chablais. Nous avons les réseaux Medix et Delta. Nous avons aussi le CICR et le UNHCR. Donc plusieurs partenariats. Donc on est assez axé aujourd'hui sur le monde francophone et la Suisse francophone. Donc est-ce que vous souhaitiez avoir plus d'informations sur les ressources qui sont disponibles en Suisse romande? Est-ce que vous souhaitiez qu'on parle plus de la médecine complémentaire et le lien avec le post-Covid, parler de l'impact psychologique des symptômes ou avoir une séance de partage et de témoignage? Donc, nous espérons que vous puissiez soumettre votre vote. Et puis, on va pouvoir analyser ces réponses pour que les webinaires soient le plus adaptés possible dès septembre. Alors, on vous donne peut-être encore quelques secondes. Entre-temps, donc, dire que vraiment, nous avons beaucoup de chance d'avoir les retours d'expérience et les retours des patientes et des patients, comme l'ont évoqué mes collègues. C'est rare d'avoir une maladie où nous apprenons en même temps aussi que les patientes et les patients nous avons dû aussi corriger des trajectoires de soins, des traitements. Vous venez de le voir aussi aujourd'hui. Là où on faisait beaucoup d'exercices intenses, on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Donc, merci encore et merci à Madame Castro. On va peut-être aussi passer au deuxième sondage avant de clôturer ce webinaire. Donc là, la question est sur les webinaires en général. Comment vous pensez qu'on peut encore améliorer ces séances ou ces webinaires? Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir moins d'intervenants par webinaire, plus d'intervenants par webinaire? Est-ce que vous souhaitiez avoir plus de témoignages des patients et patientes? Est-ce que c'est mieux de modifier l'heure du webinaire? Est-ce que c'est mieux que de le faire plus tôt dans la journée, plus tard dans la journée? On a essayé de rester assez attentif finalement aussi, que ce soit à la réserve d'énergie des personnes, mais aussi à votre quotidien. Des fois, on doit rentrer, faire un repas pour les enfants ou autre. Donc, on a essayé d'être le plus pragmatique possible, mais on souhaiterait aussi avoir votre avis sur cela. Voilà, donc encore quelques secondes peut-être pour répondre. Et puis toutes les personnes donc toutes les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va les reprendre une par une et pouvoir les mettre en ligne avec les réponses de tous les intervenants et intervenantes que vous avez eu l'occasion d'entendre aujourd'hui. Je vais peut-être donner donc le mot de la fin aux intervenantes et aux intervenants.
Madame Castro, un mot pour la fin. Un mot pour la fin, ce sera de dire que découverte, Simone de Beauvoir a une citation qui m'a beaucoup interpellée. Du coup, je l'ai oublié. Je vais pouvoir pratiquer pour vous et tester. M'ont été diagnostiqué une apnée du sommeil il y a de ça quelques semaines et je serai appareillée à partir de la semaine prochaine. Donc, je pourrai vous faire des retours sur mon niveau de fatigue et énergie dont le professeur Guerrero, Monsieur Weber et vous-même, Madame Némé, avez parlé. Donc, j'expérimente en même temps que vous et puis je me réjouis de vous faire des retours de tout ça. Merci. Et puis, on espère toujours une amélioration des symptômes. Monsieur Weber, un mot pour la fin? Si j'ai qu'un mot à dire, je pense que c'est le mot partenariat qu'on doit avoir avec les patients qu'on suit et puis j'espère entre nous comme on le fait depuis un petit moment maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup. Et en effet, c'est très important pour tout le monde et pour les patientes et les patients. Et docteur Guerrero, le mot de la fin. Très bien. En tout cas, je voulais remercier à tous les patients et les participants pour leurs questions auxquelles on essaiera de répondre, bien sûr. On n'a pas toujours des réponses, mais parfois c'est des patients qui nous les apportent. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer tous ensemble. Donc, et je voulais aussi remercier la doctoresse Némé pour son investissement dans le cadre des patients qui ont un Covid long, parce que c'est elle qui pousse tout le monde vers ça. Et je trouve que c'est bien d'avoir une fois des échanges avec les patients directs, comme c'est le cas là. Voilà. Et puis, je vous remercie tous. Merci. Et donc, merci à tout le monde. Une bonne pause estivale, on le souhaite à tout le monde, aux participantes et aux participants. Et au rendez-vous en septembre, nous allons mettre les dates une fois qu'elles sont fixées avec les thématiques après une analyse du sondage et de vos réponses de ce jour. Tout cela sera disponible en ligne, on l'espère, ces prochaines semaines via raphaël-postcovid.ch. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.